Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour la restitution de l'étude Evolupsi que nous avons menée depuis quelques mois. Je suis Jean-Paul Pernet-Solier, le directeur général de l'Association hospitalière Sainte-Marie. Et avant de laisser la parole au docteur Legrand, je voudrais, si vous permettez, vous dire quelques mots. Quelques mots tout d'abord pour présenter notre association en quelques chiffres. Donc, nous sommes l'Association hospitalière Sainte-Marie, un acteur des territoires sur le champ de la psychiatrie, de la santé mentale, mais également de l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Nous sommes présents sur le quart sud-est de la France, avec 45 établissements, 5600 salariés et une file active de 51 000 patients. Alors, vous nous avez rejoints aujourd'hui pour entendre le docteur Legrand vous présenter les résultats de cette étude. Vous avez participé à cette étude et nous souhaitons vous présenter les résultats que nous avons menés entre juin et septembre auprès d'une centaine d'établissements psychiatriques afin d'évaluer leur réponse organisationnelle face à la pandémie de Covid-19. Les premiers résultats ont été présentés au ministère en novembre dernier, puis lors d'une conférence de presse auprès de la presse spécialisée, conférence de presse à laquelle a participé le professeur Bellivier, le conseiller psychiatrique auprès du ministre de la Santé, mais également Madame Richard, la présidente de l'UNAFAM. Le docteur Legrand vous propose de vous présenter l'intégralité des enseignements de cette étude. Cette étude est inédite. Elle l'est parce qu'elle n'a pas d'équivalent en France et très peu dans le monde. Mais je laisserai le docteur Legrand, médecin psychiatre, chef de service intersecteur au sein du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, vous en parler, puisque c'est lui-même qui l'a copiloté. Je lui laisse la parole. Je voudrais particulièrement aussi remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de l'étude, qui sont donc citées dans cette première slide. Donc, on va parler en effet de cette organisation des établissements psychiatriques français au cours de cette première vague épidémique de Covid-19. Et donc, en introduction, nous allons tout de suite évoquer le fait que cette épidémie à SARS-CoV-2, on le sait tous, a entraîné des changements d'organisation extrêmement rapides dans notre pratique de santé mentale, avec des points qui ont été très rapidement identifiés au cours de cette épidémie, de cette pandémie, notamment le fait que nos patients vivant avec des troubles psychiatriques présentaient un risque plus important de Covid-19 que les autres personnes en population générale. Premier élément. Deuxième élément, on a rapidement vu, et notamment sur des premières études chinoises, que les patients qui souffraient de troubles psychiatriques avaient un risque plus important, puisqu'on sait nos patients présentent des comorbidités somatiques assez importantes, et ces patients avaient un risque donc plus important d'être en unité de soins intensifs, voire même de décéder. Alors cette crise, elle a impliqué vraiment des modifications, notamment au niveau des soins ambulatoires. Les différentes mesures de confinement qui ont été prononcées ont entraîné des sorties d'hospitalisation anticipées pour nos patients, avec des patients qu'il fallait revoir beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus rapprochée au cours des suivis ambulatoires. Et puis une rupture aussi pour certains patients de ces consultations présentielles qui sont si importantes à leur suivi. Du côté de l'hospitalisation, nous avons également rencontré des difficultés, puisque au cours de l'hospitalisation, il a fallu respecter les mesures barrières, et on sait que ce sont des choses qui sont particulièrement difficiles pour nos patients, qui présentent des problèmes d'attention, des problèmes à un moment aussi de pouvoir accueillir, on va dire, de nouveaux enseignements. Et puis, aussi la question du respect des précautions standards et complémentaires, qui était une question aussi particulièrement importante, c'est-à-dire se poser la question de comment respecter l'hygiène hospitalière dans des services de psychiatrie,
Là encore une fois, la question était particulièrement pertinente puisque peu d'études, et la revue de la littérature le montre, il y a assez peu d'études sur la thématique de l'hygiène hospitalière en psychiatrie. Nous avions pu nous-mêmes réaliser avec notre équipe une première étude sur les pratiques d'injection intramusculaire et sur le respect des pratiques d'hygiène sur les injections intramusculaires, et nous avions montré que déjà il y avait des difficultés de respect des mesures, des pratiques d'hygiène standards pour ces gestes fréquemment réalisés en psychiatrie. Alors, au niveau international, on a vu une riche littérature apparaître sur les mesures de contrôle de l'infection en service de psychiatrie, avec notamment beaucoup de publications qui ont été faites sur les stratégies d'adaptation qui ont pu être mises en place, avec des stratégies même innovantes. Alors, on a vu énormément de publications sur la télépsychiatrie, le développement de la télépsychiatrie, sur le renforcement des soins à domicile et également sur la psychiatrie de liaison et également sur la création d'unités à la fois somato-psychiatriques en service de psychiatrie ou en service de somatique. Alors, on le voit tout de même, il y a très peu d'études qui sont disponibles sur la réponse organisationnelle des établissements psychiatriques face à cette pandémie. On a finalement 4 études qui vont se rapprocher de notre thématique, avec une étude qui est plus particulièrement intéressante, qui est une étude italienne qui a été réalisée par Carpiniello, qui a montré finalement surtout une diminution de l'activité en ambulatoire. Et cette étude, elle est surtout centrée sur l'ambulatoire, puisqu'ils avaient très peu d'établissements qui avaient répondu sur leur organisation en hospitalisation. Donc elle vient un petit peu se différencier de la nôtre, où nous, on a plus de résultats sur la question de l'hospitalisation. Les autres études chinoises qui sont citées sont plus, on va dire, des études où les recommandations nationales ont pu être développées avec des chronologies, sans vraiment voir quelles réponses les établissements ont pu avoir face à ces recommandations. Il nous a paru donc très important de pouvoir évaluer cette organisation des établissements psychiatriques français, en tenant compte aussi de la chronologie organisationnelle, puisqu'on a tous quand même eu le sentiment qu'il fallait aller très vite au cours de cette première vague, avec parfois, on va dire, des recommandations qui tardaient un tout petit peu à venir. Donc, on voulait savoir aussi dans quelle chronologie les établissements avaient pu s'organiser pour cette première vague, et puis également pouvoir voir aussi en fonction des différents types d'établissements si il y avait une organisation qui était différente dans le public, dans le privé à but non lucratif ou dans le privé. Voilà. Alors, d'un point de vue méthodologique, nous avons donc constitué une grille d'audit structurée qui a été faite par 7 expertises métiers que vous voyez apparaître sur la slide, donc des médecins psychiatres, des praticiens hygiénistes, des pharmaciens, des administratifs, des personnes qui travaillent dans la qualité et la gestion des risques, qui donc ont effectué une revue de la littérature, à la fois une revue de la littérature scientifique sur les sites qu'on a l'habitude d'utiliser pour pouvoir faire ce type d'études et de constitution de grille, mais aussi sur une littérature plus grise, avec les différentes recommandations des différentes sociétés savantes, que ce soit en hygiène hospitalière ou dans d'autres domaines, en santé mentale notamment, qui nous permettaient en fait d'avoir des orientations pour savoir quelle organisation nous avions pu mettre en place au cours de cette première vague. Alors, au final, un questionnaire de 48 items a été constitué, réparti de la manière suivante, avec 10 items qui concernaient l'organisation générale des établissements au cours de la crise, 13 items qui étaient plus particulièrement dédiés à la question de la prise en charge des patients et de leurs familles, 13 items sur la question de l'hygiène hospitalière et du contrôle de l'épidémie, des mesures de contrôle de l'épidémie qui ont été utilisées, 5 items sur les ressources humaines, et puis 7 items ont été créés pour pouvoir évaluer le profil de la personne qui répondait, des établissements qui nous répondaient, et également l'impact de l'établissement, l'impact Covid de l'établissement, sur l'établissement, pardon.
Alors, il était important de reprendre justement cette fameuse chronologie dont je vous parlais tout à l'heure, avec notamment des dates qui ont quand même été très réparties sur une période assez longue, vous voyez, de janvier jusqu'à mai pour la prise en charge de cette première vague, avec les dates, on va dire, d'organisation cette fois au niveau national, donc l'activation du plan blanc pour les établissements les plus touchés le 6 mars 2020, puis l'activation du plan blanc au niveau national le 13 mars. Le confinement du pays qui a été déclaré à partir du 17 mars et enfin le déconfinement le 11 mai. En parallèle, nous avions donc des recommandations d'organisation des établissements avec un premier opus qui était intitulé « Préparation au risque épidémique Covid-19, établissements de santé, médecine de ville et établissements médico-sociaux », complété par un deuxième opus qui est paru, lui, le 16 mars 2020, et des publications, cette fois recommandations spécifiques à la psychiatrie qui sont parues, on peut le dire, assez tardivement au cours de cette crise, le 23 mars 2020. De même, en parallèle, d'autres recommandations qui ont été aussi importantes pour évaluer la chronologie organisationnelle au cours de cette épidémie sont les recommandations en hygiène hospitalière. Alors, premières recommandations qui ont été très rapides au cours de cette crise, puisque dès le 28 janvier 2020, la Société française d'hygiène hospitalière publiait les premières recommandations sur les mesures barrières. Alors, c'est un élément important, c'est très tôt. Par contre, ce qu'on peut dire au niveau des recommandations en hygiène hospitalière, c'est qu'elles ont beaucoup évolué au cours de l'épidémie avec des changements assez réguliers, mais il fallait prendre des dates et nous avons donc pris les premières dates de parution pour ces recommandations. Donc, ces recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière ont été complétées le 27 février et puis des publications aussi assez importantes qui ont été faites par le Haut Conseil de santé publique, toujours le 27 février, puis complétées le 15 mars 2020. Alors, quel a été finalement l'échantillon évalué d'établissements au cours de cette étude? Nous avons souhaité, comme je l'avais dit un petit peu en introduction, porter notre étude sur l'hospitalisation complète. Ça, c'était un des éléments importants de notre étude, voir quelle organisation on a pu avoir. Sur la psychiatrie adulte, c'est-à-dire âgés 16 ans et plus, et puis des établissements qui quand même avaient une dimension qui permettait d'évaluer une réorganisation, c'est-à-dire des établissements qui avaient plus de 56,6 lits. Alors comment on a eu ce 56,6 lits? C'est le 3e décile selon l'enquête SAE 2018 des établissements, qui nous a permis en fait d'avoir notre base de sondage. Alors, les établissements ont été stratifiés ensuite par type d'établissement, puisque c'était l'un des objectifs de notre étude, et également par densité de population. Et donc, cette base d'études était finalement constituée de 331 établissements psychiatriques, soit 70% des établissements psychiatriques français. Alors, la grille d'audit a été testée en situation réelle auprès de plusieurs établissements. 6 enquêteurs ont été spécifiquement formés à la passation de cette grille, avec des premiers appels qui étaient d'ailleurs réalisés en présence d'un des membres de l'équipe projet. Fin juin 2020, les 331 établissements ont donc été contactés par les 6 enquêteurs, par mail ou par téléphone, et des rendez-vous téléphoniques ont été programmés pour pouvoir recueillir les informations de la grille. Les réponses ont été saisies sur un logiciel, Qualtrics, qui nous ont permis après d'extraire les informations et de faire l'analyse statistique. Alors, en termes d'analyse statistique, il faut d'ores et déjà vous dire que l'ensemble des analyses ne sont pas finies. Il reste encore, on va dire, un peu d'analyse au niveau de cette base de données, parce qu'elle est assez riche. En tout cas, les premiers enseignements peuvent être tirés. Et nous avons effectué, donc, bien sûr, des analyses descriptives en analysant les données en effectifs et pourcentage, mais nous avons également effectué des comparaisons par statut, pour les comparaisons par statut avec des tests du Q2 ou de Fisher Exact en fonction du nombre d'établissements qui avaient pu répondre. Et les résultats ont donc été catégorisés selon 4 grandes catégories, c'est-à-dire que lorsque l'on obtenait des résultats qui étaient compris entre 80 et 100%,
nous avons jugé les résultats très satisfaisants. Lorsque les résultats étaient situés entre 80 et 70%, nous jugions les résultats satisfaisants, entre 70 et 60% insuffisants et inférieurs à 60% très insuffisants. Alors, quels sont les chiffres clés? Donc, on a un taux de réponse de 28,4% sur l'ensemble des 31 établissements que nous avons interrogés. Donc, 94 établissements ont accepté de répondre à l'étude, avec un faible taux de refus, mais beaucoup de non-réponses, comme vous pouvez l'observer, avec une répartition du statut d'établissement qui permettait en tout cas des analyses en fonction du statut. Élément important aussi pour garantir finalement la fiabilité de nos résultats était de pouvoir dire que près de 92% des répondants ont participé à la cellule de crise, donc avaient suffisamment d'informations pour pouvoir répondre à notre questionnaire qui était quand même assez long et complet. Alors, quel a été l'impact direct de la Covid-19 quelle est l'organisation de la cellule de crise et puis finalement la gestion de la communication? Nous avons résumé un petit peu les premiers résultats de cette manière-là. Sur l'ensemble des établissements qui nous ont répondu, on a pu recenser finalement que 1987 patients ont pu être accueillis par les établissements au cours de cette première vague, parmi les établissements donc qui nous ont répondu, bien évidemment, et 880 personnels ont été atteints de la Covid. Si on regarde plus de façon focusée ces résultats, on constate un profil assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a des établissements qui ont subi la Covid de manière très très différente, avec environ la moitié des établissements qui ont été pas touchés du tout au cours de cette première vague de Covid-19. Et par contre, l'autre moitié des établissements qui ont été touchés avec une répartition très, très inégale des établissements qui, pour 10% d'entre eux et 25% d'entre eux pour le personnel, ont été fortement atteints par la Covid, et puis d'autres qui ont été atteints entre 1 et 15 patients accueillis ou entre 1 et 10 personnels qui ont pu être atteints. Donc une répartition qui s'entend tout à fait par rapport à cette première vague, aussi en cohérence avec une diffusion du virus qui concorde avec cette inégalité, en tout cas d'accueil de patients et de personnel atteints par la Covid. Alors, au niveau de ces résultats, donc sur l'organisation en général de la crise, donc je vous rappelle que lorsque les résultats sont en rouge, on a jugé que les résultats étaient très insuffisants, et lorsqu'ils sont en vert foncé, on est sur des résultats qui sont très satisfaisants. Les éléments qui ressortent plus particulièrement par rapport à ces premiers résultats sont l'absence de partenariat réalisé entre les différents établissements, éléments qu'on avait déjà pu entendre et pressentir au cours de cette première crise. On se disait il faudrait rapidement qu'on fasse plus de partenariats public-privé, privé non lucratif, et finalement on voit en effet qu'il y a eu assez peu de partenariats qui ont été lancés au cours de cette première vague. Et puis, autre élément aussi qui a été beaucoup discuté, c'est la présence du médecin. Alors, je devrais plutôt dire l'absence du médecin du travail au cours de la cellule de crise, puisque seuls 26,83% des établissements ont répondu que le médecin du travail était au moins souvent ou parfois présent à la cellule de crise. Autre élément, alors c'est un élément qu'on aurait pu peut-être classer dans l'hygiène hospitalière. Cependant, on se dit qu'avoir un thermomètre dans un établissement de santé, ça doit faire partie de l'organisation générale. On ne pouvait pas le mettre du côté hygiène, mais ce qu'on rencontre quand même, ce qui est un résultat assez marquant, et on le reprendra sur les questions d'hygiène, c'est que la disponibilité finalement en thermomètre est assez faible, et pourtant elle était très importante au cours de cette première crise pour pouvoir vérifier la symptomatologie de nos patients. En tout cas, on a des très faibles résultats de disponibilité en thermomètre pour les établissements qui ont pu nous répondre.
Donc, on peut finalement, sur cette organisation de cellules de crise aussi, conclure un déficit de communication avec ce résultat concernant aussi la communication auprès des usagers qui reste à parfaire, qui n'est pas si catastrophique que ça, mais 70% des établissements ont indiqué communiquer au moins une fois par semaine auprès des usagers. Alors, c'est vrai qu'on aurait préféré que ça puisse se faire quasiment en continu ou en temps réel, c'était vraiment important pour nos usagers. Et puis, un résultat là aussi auprès des instances représentantes du personnel, 37% des établissements seulement ont indiqué communiquer au moins une fois par jour auprès de leur personnel sur la situation de crise et sur l'organisation à mettre en place. Alors, pour la prise en charge des patients et de leurs familles, on a une vague verte, et ça, c'est plutôt assez satisfaisant, et vous le verrez, c'est même une question qui est encore plus satisfaisante que cela, puisqu'on verra que l'organisation a été extrêmement rapide au cours de la crise. En tout cas, on a des résultats très satisfaisants en termes d'organisation pour la prise en charge des patients, quel que soit le domaine, sauf un qui mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu, c'est la question du droit des patients. Avec finalement une mise à jour des procédures des droits des patients qui n'a pas été faite de façon suffisante au cours de cette première vague, et beaucoup d'établissements ont dû finalement fermer leurs portes, alors que des autorisations étaient quand même possibles pour les personnes souffrant de handicap et qu'on aurait pu appliquer, on va dire, d'autres mesures pour nos patients, ce qu'on a d'ailleurs très bien fait au cours de la deuxième vague, ou en tout cas mieux fait au cours de la deuxième vague, mais en tout cas la question du respect du droit des patients a été réellement insuffisamment considéré au cours de cette première vague. Et puis, autre élément qui est important, c'est le lien avec la justice, puisque près d'un établissement sur deux qui a répondu à notre enquête, 45% exactement, n'a pu maintenir les audiences auprès du JLD. Et là, on sent de nouveau, on va dire, ce non-respect du droit de nos patients, avec un résultat qui, quand même, nous a énormément surpris. Alors, pas tant que ça, parce qu'on avait des difficultés dans nos établissements pour pouvoir mettre en place ces audiences auprès du JLD, mais globalement, on a un résultat chiffré, cette fois, qui montre bien le fait que le lien avec la justice a été assez mauvais au cours de cette première vague. Et puis, autre élément, là, on n'est plus sur la question de l'hospitalisation, mais plutôt sur la question du suivi ambulatoire des patients. Et là, encore une fois, on a un résultat qui est assez peu satisfaisant, puisque 30% des établissements n'ont pu maintenir le lien avec la justice pour les patients qui sont en obligation de soins ou en injonction de soins. Et ça a été une question qui a été particulièrement importante, puisque nous sommes retrouvés dans des situations à accueillir et à continuer à prendre en charge ces patients, alors que les SPIP n'étaient pas présents ou la justice n'était pas présente au cours de cette première vague. Alors, autre élément en termes d'organisation, qui est un élément qui me paraît particulièrement important, qui est celui du passage d'une organisation qui est globalement assez collective en psychiatrie. On reste sur des organisations qui sont quand même centrées sur beaucoup d'établissements, sur une psychothérapie institutionnelle, et donc une organisation plutôt collective des soins. Et on a vu un passage vers une organisation qui a dû être automatiquement plus individuelle, puisque nous avons pu finalement organiser les soins comme nous le faisions habituellement. Alors, ça s'est vu essentiellement sur les questions de la restauration, et on voit que une grande majorité des établissements ont mis en place des procédures spécifiques pour la restauration et notamment pour l'individualiser. Donc on a fermé les réfectoires, on est revenu à des organisations qui sont plus classiques, on va dire en médecine, avec des plateaux repas en chambre ou en tout cas des petits groupes de patients qui pouvaient déjeuner, et c'est un élément qu'il fallait aussi signaler. Autre élément que je peux signaler comme ça qu'on a recueilli, c'est notamment la question de la télévision qui a été plus individualisée pour les patients. Donc en termes d'organisation, on a eu quelques modifications. Élément important qui a fait l'objet, encore une fois, de nombreuses publications, c'est la question de la télépsychiatrie, et on voit que de très nombreux établissements ont utilisé la télépsychiatrie, donc alors que la télépsychiatrie avait quelque peu de difficultés à se lancer, puisqu'elle est quand même disponible dans beaucoup d'établissements depuis maintenant quelques temps. On a vu au cours de cette crise le développement très franc de la télépsychiatrie, et puis des consultations
téléphoniques à distance, puisque les établissements ont dû s'organiser par rapport à ces éléments. Nous en venons à la question des mesures d'hygiène hospitalière, de contrôle de l'épidémie et de prise en charge somatique, éléments qu'on a souhaité rajouter aussi. Et là, comme vous le voyez, les résultats sont tout de même assez moins satisfaisants en termes d'organisation. On va notamment peut-être s'arrêter sur 3 résultats principaux. Le premier, c'est le fait que assez peu d'établissements, et moins de la moitié des établissements qui ont répondu à notre enquête, ont mis en place des programmes d'éducation à destination des patients pour les gestes barrières. C'est un élément qui surprend, alors même qu'on le sait, nos patients, et on l'a dit, sont particulièrement exposés à ce risque de transmission Covid et avec des risques graves somatiques derrière. Et puis, pour faire le lien avec ce risque grave somatique, on observe finalement que le dépistage systématique des facteurs de risque de Covid grave à l'entrée du patient en hospitalisation n'a été fait que par un peu plus de la moitié des établissements, ce qui est là aussi insuffisant en termes de gestion somatique, de vigilance somatique pour nos patients. Autre élément assez surprenant, comme vous voyez, c'est ce troisième élément sur la déclaration d'un infectio-vigilant. Alors, dans chaque établissement de santé français, il devrait y avoir un infectio-vigilant nommé depuis maintenant, on va dire, de très nombreuses années, puisque les premières lois sur la question des vigilances au sein des établissements datent des années 90, ont été renforcées dans les années 2000-2011 avec la loi HPST. Et donc, on voit que seuls 68,1% des établissements ont un infectio-vigilant déclaré au sein de l'établissement. Question qui se pose donc. Alors, on l'a dit, les établissements de santé en général ont souffert d'un manque de protection, de matériel de protection individuelle. On le savait aussi en psychiatrie, on n'avait pas forcément de chiffres spécifiques sur la psychiatrie, et on voit que seuls 23% des établissements qui nous ont répondu déclarent avoir été correctement fournis en masques chirurgicaux, 44% pour les masques FFP2, on est sur une notion un peu différente, mais tout de même, encore une fois, la psychiatrie a souffert aussi de ce manque en équipement de protection individuelle. Et donc, je le disais tout à l'heure, cette question aussi de l'éducation des patients qui n'a pas été bien faite par l'ensemble des établissements en cours de cette première vague, avec pourtant, on va dire, des données qui auraient pu être partagées. Ça, c'est un élément aussi important et qui rejoint cette absence de communication peut-être entre les établissements, parce que il y avait quand même des supports écrits qui ont été réalisés par les équipes de psychiatrie et d'hygiène hospitalière qui permettaient sans doute de transmettre l'information, et malheureusement, on voit que ces supports écrits n'ont pas pu être diffusés facilement ou aisément, et que le réseau n'a pas forcément facilement fonctionné. Là, encore une fois, ces éléments sur lesquels je reviens, c'est-à-dire que la mise en place de la recherche systématique de signes cliniques à l'entrée des établissements qui doit être faite, et malheureusement, nous n'avons pas observé, on va dire, de résultats satisfaisants sur cette question. Alors, la conclusion, la première petite conclusion de résultat, même si on n'est pas encore tout à fait à la conclusion qu'on peut avoir, c'est que on observe quand même que l'hygiène hospitalière en psychiatrie doit être vraiment promue. C'est un élément qui nous paraît important, et cette crise est venue quand même révéler aussi l'importance des équipes d'hygiène hospitalière en psychiatrie, qui sont sans doute pas assez considérées. Alors, on a vu quand même quelques collectifs qui ont pu se mettre en place, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons vu au cours de la deuxième vague, on a fait des webinaires très régulièrement avec l'ensemble des équipes des établissements de psychiatrie qui nous ont permis quand même de partager aussi des informations, des expériences, notamment sur des questions qui sont très spécifiques à la psychiatrie, puisque les services de somatique ne sont pas confrontés, en tout cas les équipes d'hygiène hospitalière de services de somatique ne sont pas confrontées à des questions que je qualifie d'exotiques.
alors qu'en psychiatrie, on va nous demander comment on va faire par rapport au choral, comment on va faire par rapport aux ateliers théâtre qui sont lancés. Et c'est vrai que c'est des choses qui étaient assez spécifiques et sur lesquelles on avait besoin de partager en termes d'hygiène hospitalière. Alors, si on s'intéresse cette fois à la question des résultats en termes de chronologie, on va passer très rapidement sur cette slide, mais globalement, en termes de chronologie organisationnelle, sur la prise en charge des patients et de leurs familles, on voit qu'une très large majorité des établissements s'étaient organisés avant le 23 mars 2020, qui, je le rappelle, est la date de parution des recommandations concernant spécifiquement les établissements de psychiatrie. Et donc, les établissements se sont organisés de façon très... Autre élément, celle de la chronologie organisationnelle en termes d'hygiène hospitalière. Donc cette fois, on va voir, on va dire, des résultats quelque peu différents puisque l'hygiène hospitalière ne s'est pas organisée suffisamment rapidement, alors même que, je le rappelle, les recommandations d'hygiène hospitalière ont été publiées très rapidement au cours de cette première crise et malheureusement, on n'a pas vu de réactivité suffisamment importante puisque la plupart des établissements se sont organisés après le 6 mars 2020. Les résultats en termes de statut d'établissement, donc on va remarquer essentiellement qu'il s'agit en fait du privé non lucratif qui a accueilli le plus de patients souffrant de Covid-19 au cours de cette première vague, donc avec une différence statistiquement significative, avec des effectifs qui sont quand même très faibles, encore une fois, donc avec des résultats à prendre avec un peu de distance, mais un élément qui est ressorti plus particulièrement au cours de cette organisation générale. Et puis, cette question encore une fois, de la présence du médecin du travail, où il semblerait que les établissements publics aient été plus favorisés en termes de présence du médecin du travail, ce qui est assez cohérent puisque généralement les services de médecine du travail sont associés directement aux services publics dans ces cas-là, et donc le médecin du travail était automatiquement associé à la cellule de crise, qui a été plus compliquée dans les établissements privés et privés à but non lucratif. Alors, pour la prise en charge des patients et de leurs familles, je le rappelle, les résultats sont très satisfaisants, donc on va plutôt s'intéresser aux répartitions qui sont plutôt, qui vont ressortir, on va dire, des difficultés en termes d'organisation. Et on remarquera surtout ce résultat qui est encadré en rouge, qui est celui de la visite à domicile avec le respect des mesures barrières, où on voit que les établissements privés ont statistiquement moins réalisé de visites à domicile que les autres établissements. En même temps, c'est une donnée qui s'explique, un résultat qui s'explique, puisque ce sont des établissements qui n'ont pas l'habitude, en tout cas, souvent de mettre en place ce type de prise en charge, et que ces prises en charge sont plus réservées au système public ou faisant fonction publique, comme les privés non lucratifs, ce qui explique ce résultat qui ressort pour les établissements privés en termes de visite à domicile pour les patients. Alors, en termes de discussion, nous l'avons dit, donc il y a eu une réorganisation qui a été très satisfaisante pour la prise en charge des patients, avec donc des résultats qui sont comparables, notamment sur la question ambulatoire, avec l'étude italienne que nous avons à notre disposition, avec une diminution du nombre de jours d'hôpital de jour. Alors, Carpinello a vraiment étudié plutôt l'activité que vraiment l'organisation. Donc, on est sur une notion qui est quand même un petit peu différente. Malgré tout, on peut faire des corrélations en termes de diminution, et on voit qu'on a des résultats en tout cas comparables avec l'Italie pour cette question. Et puis, l'élément qui est quand même assez fort au niveau de cette étude, c'est la réorganisation qui a été très rapide pour une proportion très importante de nos établissements, et ce avant donc cette parution des recommandations spécifiques françaises qui ont été publiées le 23 mars 2020, avec tout de même un élément de discussion, c'est que ces publications ont été publiées très tardivement dans l'évolution de la crise, et donc automatiquement les établissements ont dû s'organiser avant cette parution. Élément également
à relever, hein, de nouveau, c'est la mise à jour des procédures de droit sur la liberté d'aller et venir, hein, et sur la dignité des personnes hospitalisées. Là, encore une fois, un peu plus de la moitié des établissements seulement ont mis en place ces mesures, alors qu'on était dans un contexte automatique de privation de liberté déjà en population générale, et la question devait automatiquement se reposer pour nos patients hospitalisés. Alors, je fais une comparaison avec une étude chinoise, ça peut paraître surprenant, mais même les Chinois avaient pu à un moment mettre en évidence, en tout cas, cette question du non-respect des procédures des libertés d'aller et venir des patients hospitalisés, avec notamment des études en Chine qui ont montré que systématiquement, les patients qui entraient en hospitalisation étaient isolés durant 14 jours en début de première vague, et que c'était quelque chose d'inacceptable en termes de respect pour nos patients. Et puis, d'autres auteurs qui commencent aussi à mettre en évidence, en tout cas, qu'il y a eu un impact vraiment disproportionné sur la perte des droits civils et politiques, hein, des personnes qui souffrent de troubles mentaux, ce qui se retrouve aussi, hein, chez les personnes âgées, notamment souffrant de troubles cognitifs. Élément aussi sur lequel je m'étais déjà arrêté, c'est-à-dire le maintien des audiences auprès du juge des libertés et des détentions, avec un très faible taux d'audiences qui ont été maintenues, hein, et encore une fois, je ne parle pas de maintien que en présentiel avec le respect des mesures barrières, mais c'était aussi la question de la visioconférence qui n'était pas faite et appliquée dans les établissements. Alors cette situation avait pu être un moment dénoncée, hein, par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui avait un moment saisi notamment le ministère sur cette question. Autre élément, hein, celui de l'hygiène hospitalière, on l'a dit, des résultats qui montrent vraiment qu'il faut promouvoir cette question de l'hygiène hospitalière en psychiatrie. Peu d'établissements, encore une fois, enfin 68,1% des établissements avaient un infectio-vigilant qui était désigné avant le début de la crise, alors qu'on devrait être sur des résultats qui sont à 100%. Et puis des recommandations quand même en termes d'hygiène hospitalière qui ont été très très précoces, prématurées, même en France sur cette question, et encore une fois une mise en place des procédures de prise en charge spécifiques, notamment pour la question des défunts, c'est un des exemples que j'ai pris ici, qui ont été mises en place de façon tardive, mais aussi cette question que je signalais tout à l'heure de l'évolutivité très importante et des modifications très importantes qu'on a subies en termes d'hygiène hospitalière tout au long de cette crise, qui aussi sans doute viennent expliquer en tout cas ces résultats moins satisfaisants. La disponibilité en équipement de protection individuelle, je ne sais pas si je dois revenir sur cet élément, je pense que on est tous convaincus de ce manque qui a été présent. Et puis, par contre, élément sur lequel moi j'insisterai de façon plus importante, c'est la question de la prise en charge somatique, hein, de nos patients. Ça fait maintenant de très nombreuses années, on le sait, qu'on doit améliorer la prise en charge somatique de nos patients. On a déjà beaucoup de progrès, hein, qui ont été faits sur cette question, mais on voit que dans cette situation d'urgence où beaucoup de choses étaient remises en question, on a eu des difficultés à s'organiser, et donc peut-être en conclure en tout cas que la prise en charge somatique n'est pas encore assez rodée au sein de nos établissements, et en tout cas sur le repérage des facteurs de risque, elle a été jugée très insuffisante par notre étude. Donc, les conclusions, je crois que je viens de les citer. Sur le droit des patients, alors je crois qu'il était vraiment important pour nous, et on a essayé rapidement, en tout cas, de diffuser le plus rapidement possible les résultats pour qu'on puisse, au cours de la deuxième vague, modifier nos pratiques. Et je crois que c'est chose faite, parce que à l'heure actuelle, on a vu une évolution très importante du respect des libertés pour nos patients, avec vraiment une chose qui a pas forcément été compris au cours de la première vague, c'est-à-dire que nos patients souffrant de handicap avaient des exceptions, en tout cas de liberté, que la population générale n'avait peut-être pas, et enfin ils ont pu être appliqués, en tout cas sur cette deuxième vague et sur le deuxième confinement, et encore à l'heure actuelle. En tout cas, voilà, il faut avoir une vigilance, hein, sur ces questions des droits, notamment quand les droits des populations générales sont remis en question.
La prise en charge somatique, encore une fois, là, il faut vraiment accélérer ce repérage des facteurs de risque de forme grave de Covid-19 qui est très important chez nos patients et améliorer de façon très rapide. Et puis, je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises, cette question très importante de promouvoir l'hygiène hospitalière en psychiatrie. Alors en termes de développement, nous avons donc un article scientifique qui est en cours de soumission. Nous avons effectué également, Monsieur Pernessolier le rappelait en introduction, une conférence de presse et une table ronde avec présence du professeur Bellivier notamment, de l'UNAFAM, mais aussi de représentants pères aidants, patients, personnes ressources. Et puis, je vous le disais au cours de cette présentation, nous avons encore quelques résultats à analyser. La base de données est très riche, notamment les résultats en fonction de la répartition géographique et notamment aussi de l'impact Covid. Est-ce que l'organisation était différente sur un établissement qui a été fortement impacté ou qui était, on va dire, dans une zone plus impactée en termes de prévalence d'incidence au cours de la première vague? Et puis, un élément qui nous paraissait important, c'était le ressenti de pertinence des organisations qui ont pu être mises en place. C'est vrai que voilà, on a vu au cours des cellules de crise que parfois on a mis en place certaines organisations, on est revenu dessus au cours des deuxièmes vagues, on a été hésitant. Il nous paraissait quand même important de pouvoir à un moment obtenir certains résultats en termes de pertinence, donc qui devraient pouvoir être analysés dans les semaines et mois à venir. Voilà. Je voulais encore une fois très sincèrement tous vous remercier de la participation à cette étude. Remercier aussi Monsieur Pernessolier, l'ensemble de l'équipe de la direction générale qui, lorsque je leur ai proposé cette thématique d'étude, n'ont réellement pas hésité. Enfin, tout de suite, ils m'ont dit allez, on y va. Enfin, faut y aller et puis on va le faire très rapidement puisqu'il y avait quand même aussi des questions. Si on voulait avoir des résultats sur l'organisation de la première vague, il fallait qu'on puisse vous interroger les établissements avant l'été et au cours de l'été au plus tard. C'était le délai qu'on s'était en tout cas fixé. Et donc, voilà, si on a ces résultats aussi intéressants aujourd'hui qui ont pu être diffusés, c'est grâce à vous tous. Voilà, je vous remercie. Alors, je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on puisse passer à quelques questions, si vous aviez quelques questions concernant ces enseignements. Bonjour à tous, merci au Dr Legrand pour cette présentation. Donc effectivement, nous allons passer à la partie questions-réponses. Nous vous invitons à poser vos questions dans le chat que vous avez à côté de la vidéo. On va commencer par une question. A-t-on plus d'informations sur les audiences avec le juge de liberté au moment de la deuxième vague Covid-19 ? Oui, alors merci de ces questions. À ma connaissance, nous n'avons pas de données chiffrées, en tout cas quantitatives, concernant l'organisation au cours de cette deuxième vague. Ce qui est sûr, c'est que qualitativement, on peut dire qu'il y a une nette amélioration pour la plupart des établissements. Il faut savoir que l'organisation de la justice reste aussi un peu propre en fonction de chaque tribunal et que sans doute il y a eu des situations qui sont restées quand même au cours de la deuxième vague un peu difficiles en termes d'audience, soit en présentiel avec le respect des mesures barrières, soit en visio. Alors, l'élément de la visio était aussi un élément qui nous a paru aussi à évaluer et il semblerait quand même que les systèmes de visioconférence disponibles en sanitaire et les systèmes de visioconférence disponibles au sein de la justice soient pas toujours compatibles, ce qui limite beaucoup la question de la visioconférence. Mais ce qu'on peut dire qualitativement, c'est qu'il semble y avoir une nette amélioration depuis la fin de première vague en termes d'audience auprès du JLD et que le droit de nos patients semble mieux respecté. Merci beaucoup. Nous avons une deuxième question. Avez-vous constaté une différence des résultats en fonction des statuts des établissements, également entre établissements monodiscipline et non? Alors, ce n'est pas une donnée que nous avons recueillie
étude. Comme je vous disais, la base de données est quand même extrêmement large, donc on n'a pas spécifiquement analysé ce résultat. Par contre, je note la question et il semblerait peut-être en effet intéressant qu'on puisse aller voir en fonction des organisations et on va dire du type d'activité et des différents types d'activités, de voir comment les organisations se sont passées. Après, en espérant qu'on ait suffisamment, en tout cas, d'établissements dans chaque groupe pour pouvoir à un moment faire des comparaisons. Donc, les comparaisons, en effet, pour l'instant, se sont effectuées uniquement en fonction du statut de l'établissement. Merci beaucoup. Comme vous le savez, vous pouvez poser vos questions sur la partie du chat à côté de la vidéo, dans l'onglet chat. On va se laisser un petit peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Alors, je pense que c'est important, j'en profite, tant peut-être que les questions arrivent, pour vous préciser qu'on peut aussi, éventuellement, si vous le souhaitez, entendre certaines expériences. Si vous avez vous-même ces résultats entrent en écho, en tout cas, avec des choses que vous avez pu vivre au sein de vos établissements, je pense que c'est important qu'on puisse en parler, en discuter et puis peut-être voir comment on peut mettre en avant aussi ces éléments-là au cours de notre étude. Alors, nous avons une personne qui est en train d'écrire une question. Nous allons attendre quelques instants. Pour rappel, vous pouvez donc poser vos questions dans le chat. Voilà, n'hésitez pas, ça se trouve sur la partie droite de votre écran, sur votre navigateur. Alors, la question est arrivée. Avez-vous observé des confusions entre isolement thérapeutique et isolement prophylactique? Alors, d'un point de vue quantitatif, c'est une donnée qui n'a pas pu être mise en évidence. Mais il est certain que cette confusion a pu être notée entre ces différents isolements. Alors, c'est quelque chose que nous avions beaucoup discuté, surtout au cours de la deuxième vague, avec ce collectif, en tout cas d'établissements psychiatriques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où voilà, on avait tendance à dire que cet isolement préventif n'avait pas lieu d'être, en tout cas chez nos patients, qu'il fallait d'abord évaluer, on va dire, la possibilité de respecter les mesures barrières, qu'on pouvait adapter en tout cas, on va dire, la prise en charge de nos patients et qu'il ne fallait pas confondre isolement préventif pour éviter, on va dire, sans savoir le statut, on va dire, infectieux de la personne, isolement à visée septique, comme on disait anciennement sur l'hygiène hospitalière, d'une personne qui est infectée et qui doit s'isoler pour ne pas contaminer d'autres personnes. Et puis aussi la question de l'isolement psychiatrique, puisque ces questions, elles sont quand même parfois un petit peu imbriquées dans le sens où certains patients n'étaient pas aptes à donner aussi leur consentement et pouvaient être infectés. Donc, on était dans des questions parfois un peu complexes en termes d'isolement. Et c'est vrai qu'il était important de rappeler aux équipes ces différents types d'isolement et les différents cadres dans lesquels on pouvait mettre en place ces différents isolements. Sachant que le premier isolement préventif, n'avait pas normalement lieu d'être dans cette pandémie. Il n'a pas lieu d'être, en tout cas, d'isoler systématiquement quelqu'un sans savoir, on va dire, son statut, alors qu'on ne connaît pas son statut infectieux. Question suivante. Est-ce que la base de données est disponible, est accessible?
Oui, je pense que ça, c'est une question d'ailleurs qui nous avait été posée au cours de l'étude. Certains d'entre vous souhaitaient pouvoir à un moment participer à l'analyse des résultats. Comme je le disais au cours du webinaire, il y a beaucoup de résultats. Cette base de données, elle est extrêmement riche. Donc, si vous souhaitez l'exploiter avec nous, je vous invite à vous mettre en contact avec nous et qu'on puisse discuter justement de comment on peut partager ces résultats ensemble. Autre question, le fait d'être en GHT a été pour nous un atout dans la gestion de la crise, masques, hygiène, ressources supplémentaires. Est-ce que cela s'est retrouvé pour les autres établissements? Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu de résultats pour l'instant quantitatifs sur les établissements qui finalement ont pu collaborer, parce qu'on pourrait finalement lier cette question à la question du partenariat qu'on évoquait au début. Il serait sans doute très intéressant de voir si les établissements qui ont effectué un partenariat ont été moins affectés, notamment par la question du manque en équipement de protection individuelle. Il semblerait qu'il y ait une tendance, en tout cas, sur les réponses. Là, encore une fois, c'est des résultats qui mériteraient d'être des analyses secondaires qui mériteraient d'être réalisées pour ce point. Merci beaucoup. Je vous propose de conclure sur cette réponse. Docteur Legrand, je vous laisse la parole pour clore cette vidéo. Oui, donc encore une fois, je tenais tous à vous remercier pour votre participation à cette étude, tout en vous disant qu'on reste disponible, encore une fois, si vous souhaitez avoir plus d'informations et puis venir nous rejoindre, encore une fois, dans l'analyse des résultats. Merci encore.